Honorable président de la formation de jugement. Nous allons prononcer le résumé. L'entièreté sera remise au parti. Il s'agit euh, donc d'une audience qui se tient le 14 mai 2025 à Lagos. La première requérante, c'est l'Association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, et dont l'acronyme est ASUTIC. C'est une organisation sénégalaise de droit sénégalais chargée de représenter, de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des intérêts des utilisateurs des technologies et d'information. Alors, le, deux- le deuxième requérant qui est spécialisé dans le développement euh, dans le développement et un consultant en matière de technologie de l'information TIC. La requérante allègue, ou les requérants allèguent qu'à diverses occasions, en juin et juillet 2023, l'État défendeur agissant par l'intermédiaire de son ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique a fermé l'Internet et bloqué l'accès aux données mobiles et aux réseaux sociaux à la suite des manifestations déclenchées par le procès et la condamnation du chef de l'opposition sénégalaise, Mr. Ousmane Sonko. Les requérants soutiennent et demandent à la Cour de dire et juger que ces actes posés par l'État défendeur violent divers droits de l'homme fondamentaux, y compris la liberté d'expression, le droit à l'information et le droit au travail, de la compétence. La Cour est compétente en vertu de l'article 9.2 du protocole tel que modifié pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membre. Que cette compétence s'étend aux affaires dans lesquelles les requérants allèguent des violations des droits de l'homme internationalement reconnus et consacrés par les instruments internationaux contraignants à l'égard de l'État membre. Les requérants allèguent la violation de leur droit à la liberté d'expression et d'information en violation de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 9 de la Charte africaine, le droit à la liberté d'association et de réunion, contrairement à l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le droit au travail, contrairement à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 15 de la Charte. Que ces prétentions fondées sur des instruments internationalement reconnus et contraignants à l'égard de l'État défendeur, la Cour estime qu'elle est compétente en vertu de l'article 9.2 du protocole. S'agissant de la violation alléguée par l'État défendeur de l'article 10.2 de l'acte additionnel de la CEDEAO sur l'harmonisation des politiques du cadre réglementaire dans le secteur de l'information et des télécommunications, ASA bar 1 bar 0107 et l'article 3 de la directive 10 2006 de l'UMOA relative à l'harmonisation des politiques de supervision et de régulation du secteur des télécommunications. La Cour dit qu'elle n'est pas compétente car il ne s'agit pas d'instruments relatifs aux droits de l'homme qui lie l'État défendeur. Alors, elle rejette ces prétentions de la recevabilité de la requête conformément à l'article 10D. La Cour note que la requête n'est pas anonyme et que la même requête n'est pas pendante devant une autre juridiction internationale compétente. S'agissant de la qualité pour agir, la Cour estime que le deuxième requérant, M. Ndiaga Inke, a la qualité pour agir car il a démontré prima facie que le comportement allégué de l'État défendeur a porté atteinte à ses droits en tant qu'individu. S'agissant de la qualité pour agir de la première requérante, une personne morale, la Cour rappelle que les personnes morales peuvent saisir la Cour en vertu de l'article 10D du protocole relatif à la Cour, peuvent intenter des actions pour violation des droits tels que
les droits à un procès équitable, à la liberté d'expression et à la propriété, qui ne sont pas intrinsèquement et exclusivement des droits fondamentaux de l'homme. Voir l'affaire Dexter Oil contre Algom Resources contre Sierra Leone. Étant donné qu'une violation alléguée de la liberté d'expression donne à une personne morale le droit d'agir en vertu de l'affaire, la plainte de la première requérante relative à la violation de la liberté d'expression est recevable. S'agissant des autres prétentions tirées donc de la première requérante tirée de la liberté et de réunion et du droit au travail, la Cour note qu'il ne s'agit pas des droits entrant dans le champ d'application donc d'ex orel. En conséquence, la Cour estime que ces prétentions sont irrecevables. Au fond, sur la base des pièces versées au dossier et de la décision de la Cour sur la compétence et la recevabilité, la Cour aborde à présent les trois prétentions au fond restantes par rapport au requérant. Violation alléguée du droit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, violation alléguée du droit du deuxième requérant à la liberté de réunion et violation du droit au travail. Et nous allons examiner ces prétentions l'une après l'autre, violation alléguée du droit à la liberté d'expression et l'accès à l'information. Dans l'affaire Amnesty International, Togo et autres contre la République togolaise et SERAP et autres contre la République fédérale du Nigeria, la Cour a établi que l'accès à l'Internet ainsi que des services fournis par Internet tels que les plateformes des réseaux sociaux sont tous des composantes dérivées des droits à la liberté d'expression et au droit de recevoir l'information. Par conséquent, les restrictions illégales ou arbitraires de l'accès à l'Internet et aux plateformes des réseaux sociaux sont constitutifs de violation des droits à la liberté et d'expression. À la lumière de ce qui précède, la question cruciale en l'espèce est de savoir si les mesures prises et mises en œuvre par l'État défendeur constituent une restriction à l'accès à l'Internet et aux réseaux sociaux, et si ceci constitue une limite à la liberté d'expression et le droit de recevoir l'information. Pour être légales au regard des instruments internationaux des droits de l'homme, ces mesures doivent être prescrites par une loi, servir le but légitime, être nécessaire et proportionné dans une société démocratique. S'agissant de l'exigence tirée de la limitation, que ces limitations doivent être prévues par la loi. La Cour estime qu'aucune des lois citées par l'État défendeur pour justifier la fermeture d'Internet et des médias sociaux mises en œuvre en juin et juillet 2023 ne fournit aucune autorisation claire et spécifique pour une telle mesure. Par conséquent, la Cour estime qu'en l'absence d'une base juridique claire et spécifique pour ordonner par le ministre de l'Intérieur et de Communication la fermeture d'Internet et des réseaux sociaux mis en œuvre en juin sont incompatibles avec l'article 9 de la Charte africaine et de l'article 19 du Pacte international relatif des droits civils et politiques. S'agissant de l'exigence du but légitime, la Cour note que l'État défendeur a évoqué la diffusion des messages haineux et subversifs sur les plateformes et des réseaux sociaux et de la sécurité nationale pour justifier l'ordre. Toutefois, la Cour constate que tout au long de la procédure, l'État défendeur n'a fourni aucun détail spécifique sur la nature des mesures prises, les auteurs publics visés ou les ampleurs de leur portée. Ils n'en ont pas également fourni de preuves ou d'éléments de preuve. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'au-delà de la simple affirmation des préoccupations liées à la sécurité nationale et d'ordre public, l'État défendeur n'a pas démontré l'existence de telles préoccupations qui justifieraient des mesures de fermeture d'Internet. Et enfin, la Cour estime que même si de tels messages haineux et subversifs avaient été diffusés sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes accessibles par Internet, la réponse appropriée et proportionnée dans une société démocratique aurait été que l'État défendeur, en collaboration avec les plateformes et les fournisseurs d'accès à l'Internet, identifie le contenu préjudiciable spécifique pour le supprimer et prendre toutes mesures nécessaires à l'encontre des auteurs de ce contenu conformément aux lois.
la fermeture générale de l'Internet et des plateformes, des réseaux sociaux qui empêchent les personnes innocentes d'exercer légalement leur liberté d'expression et leur droit à l'information ne pouvait constituer une réponse nécessaire et proportionnée. Par conséquent, la Cour estime que la fermeture d'Internet et des réseaux sociaux imposée par l'État défendeur à la suite des manifestations qui ont suivi la condamnation et l'arrestation de Ousmane Sonko sont constitutifs de violation de l'article 9 de la Charte africaine et 19 du Pacte international de la violation alléguée du droit de deuxième requérant à la liberté de réunion. Donc, conformément au principe général du droit qui dit que celui qui formule des allégations doit les prouver, la Cour estime qu'un requérant qui allègue des violations des droits de l'homme a la charge d'établir sa cause en plaidant et en expliquant les obligations juridiques internationales pertinentes. L'État défendeur. Voilà, voir l'affaire Gregory Todd contre Nigeria. Toutefois, à l'espèce, la Cour estime que le deuxième requérant n'a pas démontré au moins d'arguments juridiques ou de preuves convaincantes en quoi le comportement de l'État défendeur a spécifiquement violé son droit à la liberté de réunion. Par conséquent, la Cour estime que ces prétentions tirées de la violation de la liberté de réunion sont dénuées de tout fondement et sont rejetées. De la violation du droit au travail du deuxième requérant, le deuxième requérant soutient qu'il est consultant en informatique spécialisé dans le développement d'applications web. Il a annexé à la requête des certificats de formation attestant de son expertise dans le domaine. Il affirme que les fermetures d'Internet et des médias sociaux ont eu un impact négatif sur son travail, ses finances et sa réputation professionnelle. Précisément, il allègue qu'il n'avait pas pu rencontrer ses clients en ligne ou interagir avec eux et que les clients n'avaient pas non plus pu le joindre ses services. L'État défendeur ne conteste pas que la profession du consultant en informatique du deuxième défendeur lit des détails qu'il avait produits. La Cour note que dans notre monde moderne axé sur la technologie interne et les médias sociaux ne sont pas simplement des outils de communication, d'échange d'informations ou de divertissement. Il alimente les aspects critiques du travail, des pratiques des institutions spécifiques. S'agissant de la première question, la Cour a déterminé que les fermetures d'Internet et les médias sociaux mises en œuvre par les défendeurs en juillet 2003 ne sont pas prescrites par la loi, ne correspondent pas à un but légitime et ne sont pas nécessaires ni proportionnées. À la lumière de cette conclusion, compte tenu des informations non contestées, par rapport au deuxième requérant concernant l'impact négatif de la fermeture de ses activités professionnelles, la Cour conclut que l'État défendeur a violé le droit au travail du deuxième requérant en violation de l'article 15 de la Charte africaine et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Du dispositif de l'arrêt, par ce motif, la Cour s'égeant publiquement contradictoirement à l'égard des parties, dit qu'elle est compétente pour connaître de l'affaire et également qu'il a violé les droits du deuxième requérant ont été violés et également que ceci viole le droit du deuxième requérant à la liberté, dit que le droit du deuxième requérant n'a pas été, du premier requérant n'a pas été violé. Et des réparations, la Cour ordonne à l'État défendeur de payer 250 000 francs CFA à chacun des requérants comme dommages-intérêts à titre généraux. La Cour ordonne également à l'État défendeur de payer 250 000 francs CFA au deuxième requérant pour violation de son droit au travail tel que c'est jugé en l'espèce. La Cour dit que chaque partie donc supporte ses propres dépenses. Telle est la décision de la